Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sein du KIF pour animer une table ronde sur l'éducation et l'immersion. Je me présente, Jean-Marc Mériot, je suis inspecteur général de l'éducation nationale, de la recherche et des sports. Je suis aussi ancien directeur général du réseau Catompe et ancien directeur digital d'Universcience, donc une expérience depuis maintenant plus de 20 ans sur les enjeux images, éducation. Donc on est là aujourd'hui pour parler de l'éducation et de l'immersion. Alors, le monde change, l'éducation doit aussi, bien évidemment, accompagner l'ensemble des révolutions numériques auxquelles nous sommes actuellement confrontés. Plusieurs révolutions, on connaît bien évidemment celle en lien avec l'intelligence artificielle, mais la révolution immersive est en soi aussi une vraie révolution pour le monde de l'éducation. Nous allons essayer de voir en quoi l'éducation permet de mieux apprendre, mieux accompagner les élèves, développer de nouvelles pratiques pédagogiques. C'est tout ça que nous allons aborder avec l'ensemble des panélistes. Et j'ai envie de dire, l'éducation est la mère de toutes les civilisations. Est-ce que l'éducation sera la mère de nos mondes virtuels d'aujourd'hui et de demain? Je vais commencer cette table ronde avec un entretien et je remercie Olivier Debat, vice-président d'Ubisoft Games for Life, donc qui nous expliquera réellement en quoi consiste aujourd'hui son action au sein d'Ubisoft. Nous allons être amenés à pouvoir, à travers cette première demi-heure, essayer de comprendre les enjeux en lien avec le jeu, l'éducation, l'immersion, et puis surtout ce rapprochement que Ubisoft aujourd'hui est en train de mener avec cette volonté de pouvoir faire que l'éducation soit au cœur aussi de l'ensemble de ces projets et de ces développements de jeux. C'est à travers aussi cette quête de sens que nous allons aussi être amenés à pouvoir nous interroger, puisque bien évidemment nous sommes tous amenés à rechercher cette quête de sens quand on parle d'éducation, et c'est tout ça nous allons aussi aborder avec Olivier. Olivier, merci d'être avec nous ce matin pour cette table ronde. Vous êtes donc aujourd'hui VP Games for Life, donc c'est une nouvelle dénomination. Vous m'avez dit qu'il y a eu une grande réorganisation au sein d'Ubisoft ces derniers mois, justement pour redonner du sens aussi un peu à l'ensemble de l'action d'Ubisoft. On a parlé aussi d'éléments de différenciation pour Ubisoft dans l'univers du jeu, de se rapprocher le plus possible aussi de la question de l'éducation. En quoi, dans un premier temps, le jeu et l'éducation doivent faire cause commune? On peut se poser la question comme ça. Et puis, en quoi l'immersion va donner aussi une vraie dimension à l'éducation dans le jeu? Voilà un peu les questions qu'on peut aborder maintenant. Olivier? Absolument, merci Jean-Marc. Effectivement, nous, à Ubisoft, on est conscients de l'impact qu'ont nos jeux sur nos joueurs et nos joueuses au quotidien. Vous avez certainement des enfants, vous-même vous jouez peut-être. Donc vous voyez des gens qui sont engagés, qui vont passer du temps sur leurs écrans, sur leurs ordinateurs, qui vont parfois y jouer avec d'autres. Et nous, on est convaincus de deux choses. On est convaincus que le jeu peut avoir un impact positif. Parce qu'un jeu va faire vivre plusieurs bénéfices, en fait. Quand vous jouez, vous vous divertissez. Donc en soi, le jeu, c'est une formidable machine à faire vivre des émotions. Voilà, vous jouez parce que vous allez vivre des émotions. Vous allez être acteur, vous allez explorer dans un jeu vidéo. Donc vous allez vous plonger dans un environnement virtuel, dans un monde de fiction que vous allez découvrir, dans lequel vous allez potentiellement apprendre des choses. Vous allez également aussi dans un jeu, ça nous en sommes complètement convaincus, on le voit aussi par des données que l'on a sur nos joueurs, vous allez développer une confiance en vous-même. En fait. Dans un jeu vidéo, perdre fait partie du jeu. Vous tentez quelque chose, vous démarrez, vous perdez, mais ce n'est pas grave, vous recommencez. Et avant de perdre, vous avez appris quelque chose. Donc le run suivant, vous allez aller un petit peu plus loin, vous êtes dans un environnement finalement de développement relativement bienveillant. Voilà, vous allez être exposé à des challenges, vous allez les affronter, vous allez parfois les dépasser, et vous avancerez. Donc on est vraiment dans cette logique de fail, retry, qui finalement n'est pas si courante que ça dans la vie de tous les jours, voilà, que ce soit dans l'éducation après, ou dans le travail. L'éducation, c'est toujours la question de la répétition, la question de revenir, absolument. de travailler sur ses erreurs. Donc, d'une certaine façon, le lien s'effectue aussi à ce niveau-là quand on est amené à jouer. Et sûrement d'ailleurs que c'est sur ces fondamentaux-là qu'il faut aussi axer les points d'accroche entre ces différents environnements. Aujourd'hui, la question aussi de ce que vous êtes amené à pouvoir développer, on va voir une vidéo là dans quelques instants, c'est la question
d'aller découvrir des choses que nous n'avons jamais réellement eu la chance de pouvoir, puisque quand on parle d'histoire, et on va voir ce qui, à travers le film qu'on va présenter, cette question de la découverte, et aujourd'hui, c'est quoi aussi d'aller encore plus loin, de dépasser les frontières, c'est cette capacité à se dire, ben voilà, on est là aussi pour aller chercher autre chose et comprendre encore mieux la complexité du monde. Absolument. Nous, on est encore une industrie relativement jeune. Le jeu vidéo, de manière commerciale, c'est maximum 50 ans. Voilà, Pong, c'est 1972, c'est aussi l'année de ma naissance. Donc on est à peu près au niveau où le cinéma en était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on en est vraiment qu'au tout début. Et on est convaincu qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc on s'interroge sur nos propres marques, et voilà, c'est un peu notre rôle. Et si on prend notre marque qui a le plus de succès, Assassin's Creed, c'est un jeu d'action, connu notamment pour l'attention qui a été accordée à la recréation de périodes historiques. Donc on a notamment récemment, il y a quelques années, lancé Assassin's Creed d'origine qui se passe dans l'Égypte de Cléopâtre. Jeu remarquable, mais qui reste un jeu d'action-aventure, dans lequel voilà, vous allez passer une grande partie de votre temps à vous battre. Donc on est conscient que le public qui va venir vers ce genre d'expérience n'est qu'une partie finalement du public qui pourrait être intéressé par cet univers-là. Si on offrait d'autres activités, si on offrait la possibilité de parcourir le monde sans être en permanence assailli, voilà, on est convaincu que des tas de gens pourraient venir dans cet univers, découvrir l'Égypte, découvrir le mode de vie de l'époque, apprendre de l'histoire, rencontrer Cléopâtre, rencontrer César à l'époque et mieux comprendre les enjeux géopolitiques de l'époque. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la vidéo, comme ça nous permettra d'avoir voilà, celle autour de la découverte du monde, Discovery Act. Donc je vous propose que nous puissions lancer cette vidéo et faire que ça puisse ensuite, on puisse rebondir dessus aussi et montrer aussi la puissance de ce type de proposition en matière de jeu. In Assassin's Creed, traditionally, there is, yes, an action component, which is very important, but there is also a very contemplative aspect. In the Discovery Tour, we really wanted to focus the main experience on discovering and learning. And all of a sudden, you're not in the game anymore. You're just in Egypt, enjoying it, and looking at the world like never before. It started off in 2014. A lot of professors were contacting us saying, hey, you know what? It would be amazing if you could do a dedicated mode for us so that we could use that into classrooms. It's been in our mind ever since. We were thinking like, all right, how can we make the game different? Something that would be interesting for students, but also that would be interesting for our players. The idea is to be able to share the entire world without heavy narrative or fight control that would be a barrier. And we just let you enjoy the entire world, but keeping the interactivity of the game, which is, I think, very important for such a tool. So in addition to explore the entire world, we decided to add more than 75 tours that are thematically framed. Most of the tours will be about the architecture, the people, the way of life. But we have also very specific stations that are clearly identified, where we will try to tell more about our development process so that people understand a bit better the development of video games. Voilà, on voit bien qu'à travers cet exemple très concret de cette vidéo et du jeu que vous avez été amené à pouvoir développer, les enjeux en matière de découverte et apprentissage, les créateurs l'expliquent bien. En quoi aussi la capacité à faire qu'on puisse créer du lien entre ces différents mondes, parce qu'on voit bien que vous avez commencé par l'Égypte et puis vous avez élargi ensuite à d'autres environnements, à d'autres périodes historiques. Et donc c'est cette création du lien aussi entre ces différents environnements. Qu'est-ce que vous cherchez aussi à pouvoir proposer à travers justement cette capacité de créer du lien entre ces différents environnements ? Alors, non seulement nous recréons différentes périodes historiques, et nous avons maintenant des Discovery Tours pour chaque itération d'Assassin's Creed, nous avons également élargi la palette des possibles à l'intérieur de ces expériences-là. Donc on va
de plus en plus loin dans ce que les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir. Dans le Discovery Tour pour Assassin's Creed Odyssey, qui était le jeu suivant, qui lui se passe dans la Grèce antique, les joueurs dans le Discovery Tour vont pouvoir vivre la vie des gens qui vivaient à l'époque. Ils vont pouvoir devenir les forgerons, les agriculteurs, tous ces métiers de l'époque, donc les incarner, les jouer, les vivre. Les utilisateurs également peuvent également créer leur propre mission. Dans Assassin's Creed Odyssey, on a rajouté ce que dans notre jargon on appelle de l'UGC, du contenu généré par l'utilisateur, qui permet aux gens de créer leur propre mission, sans vraiment leur donner des consignes particulières. Donc les utilisateurs étaient relativement libres de faire ce qu'ils voulaient. Donc ils avaient l'avantage de pouvoir bénéficier de tous les décors, de tous les personnages historiques de la Grèce antique qu'on retrouvait dans le jeu. Donc on a vu des gens qui les réutilisaient à diverses fins. On voyait des gens carrément qui recréaient des pièces de théâtre à l'intérieur du jeu. J'ai accès à différents personnages célèbres du théâtre classique. Voilà, je les réunis à Athènes et je prends les dialogues d'une œuvre classique et je recrée moi-même ma pièce de théâtre et je peux la diffuser potentiellement à mes élèves, à ma classe. Donc on pense aussi à tous ces usages-là qui finalement enrichissent l'activité communautaire autour de notre jeu. On n'est pas là finalement pour dicter ce que les joueurs veulent vivre. On est conscient que le jeu peut être aussi une capacité de réalisation pour les gens qui ont ces jeux-là dans les mains. Donc on les laisse aussi s'exprimer. On voit bien à travers les exemples et à travers cet exemple-là qu'on est dans un monde immersif qui n'est pas spécialement celui avec un casque de réalité virtuelle. On est vraiment sur la question de l'immersion avec cette capacité à pouvoir nous amener dans d'autres univers. Donc c'est important aussi, je pense, aujourd'hui dans le monde, et en particulier quand on parle d'éducation, de bien repositionner aussi ce qu'est l'immersion et ce que va apporter l'immersion dans toutes ses dimensions et pas seulement à travers l'utilisation du casque ou d'autres types d'outils virtuels. Et donc la question aussi, et la question que je vous pose, c'est comment vous utilisez aussi ces outils virtuels, casques de réalité augmentée ou dans la création de vos jeux. Qu'est-ce que ça apporte de plus aussi en matière d'immersion et en matière sûrement pédagogique aussi et d'éducation? Qu'est-ce que vous recherchez à partir du moment où vous allez encore plus loin dans ces enjeux d'immersion? Effectivement, le jeu vidéo traditionnel comme Assassin's Creed est limité en termes d'émission. On est face à un écran, donc on sollicite seulement une partie du champ visuel. Le son que vous entendez vient des haut-parleurs de votre téléviseur et globalement les autres sens ne sont pas sollicités par l'expérience. La VR, l'AR, d'autres développements comme le Natural Language Processing, la capacité à parler maintenant avec une machine, ouvrent de nouvelles portes qu'on commence à explorer. C'est aussi notre rôle au sein d'Ubisoft d'explorer toutes ces nouvelles technologies qui commencent à arriver, qui ne sont pas encore forcément mainstream, pour lesquelles on n'a pas forcément un business suffisamment grand pour engager tous les moyens de nos studios. Donc on va explorer des choses. Et la réalité virtuelle, notamment, qui maintenant arrive à un certain niveau de maturité grâce à l'arrivée d'Oculus sur le marché, notamment, nous permet d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on va pouvoir faire en termes d'immersion. Parce que là, dans la réalité virtuelle, vous allez pouvoir ramener le toucher. Vous êtes présent dans un espace virtuel qui vous enveloppe tout autour de vous. Donc votre corps vous renvoie une impression de présence. Vous êtes quelque part autour de vous. Donc vous pouvez vous diriger vers quelque chose, vous pouvez essayer de toucher, d'agripper, vous avez des réflexes naturels que l'on mesure dans nos laboratoires, voilà, des gens qui essaient naturellement d'agripper quelque chose. Et comme vous êtes dans un environnement qui est complètement simulé, on va aussi pouvoir vous exposer, vous mettre en contact avec des choses que vous n'auriez pas l'opportunité de rencontrer dans le monde de tous les jours. On va pouvoir vous mettre face à des situations qui pourraient être dangereuses. On va pouvoir vous donner accès à de l'infiniment petit, parce qu'on est capable de scaler tout ce qu'on veut. Donc on a réalisé un ensemble de prototypes autour de ces sujets-là pour évangéliser auprès de nos équipes de développement certains de ces possibles. Oui, alors justement pour revenir aussi sur cette question d'évangélisation, en préparant la table ronde, on a pas mal échangé aussi sur comment on est amené aussi à accompagner chacun des créateurs chez Ubisoft, à prendre conscience aussi de toutes ces évolutions et aussi
aussi à intégrer les enjeux de découverte, de pédagogie, d'éducation. Donc comment vous êtes amené à travailler aujourd'hui? Comment vous êtes aussi amené à travailler avec, entre autres, le monde de la recherche? C'est vrai que cette ouverture aujourd'hui, avec le monde universitaire, avec un certain nombre de laboratoires de recherche, avec tout ce qui concerne les sciences cognitives. Donc aujourd'hui, comment vous vous positionnez et quel est votre rôle aussi à travers ce lien avec le monde de la recherche? La science nous permet de simuler des choses que nous allons rendre ludiques et amusantes. Donc voilà, une balle que vous jetez, l'air de rien, voilà, si vous faites du tennis, c'est de la physique en fait. Voilà, c'est un objet avec une vélocité, elle a une élasticité, donc elle va rebondir. Donc voilà, jouer au tennis, l'air de rien vous fait utiliser de la physique. Grâce au virtuel, nous, on va pouvoir injecter davantage de ces simulations-là pour les rendre ludiques, pour aussi faire prendre conscience parfois aux joueurs de certaines problématiques du monde réel. Voilà, la puissance de calcul de nos machines évoluant, voilà, le type de simulation économique, voire même climatique, deviendra à terme relativement accessible à des communautés de joueurs. Donc pour faire comprendre certains enjeux, voilà, on commence à voir le CNRS notamment qui travaille sur des jeux de plateau. Je vous propose qu'on regarde une vidéo. On a une vidéo sur l'expérience autour de la chimie en particulier, qui permet là aussi de pouvoir montrer justement cette question autour de, du geste et de ce qu'on est en capacité de faire avec l'ensemble des molécules. On regarde la vidéo sur la chimie. Alors vous pouvez commenter parce qu'il n'y a pas de... Donc là, nous on part toujours dans le jeu vidéo. On se dit, même si on utilise de la science, on fait des produits de divertissement. Donc l'inspiration, pour les gens de notre génération, on va dire, c'est un petit peu MacGyver, la série télévisée des années 80, espion brillantissime qui devait avoir un PhD justement du MIT et qui était, à chaque fois qu'il était prisonnier, capable de s'évader en utilisant les objets qui l'entouraient. Bon, dans ce jeu-là, c'est exactement la même chose. C'est un escape game. En fait, vous êtes prisonnier dans une salle. Voilà, vous avez une porte, elle est fermée par un cadenas. Donc, à vous de trouver des objets, des indices. Voilà, vous avez tout un ensemble d'informations sur les journaux. Vous avez des objets. Et grâce à la réalité virtuelle, voilà, vous allez pouvoir prendre ces objets-là. Vous allez identifier la molécule principale qui les constitue. Et boum, vous allez avoir directement accès à la molécule. Donc vous prenez cette molécule dans vos mains, en fait, voilà, vous la tenez un atome dans chaque main, vous allez être capable d'arracher les atomes en brisant les liaisons, et en prenant ces atomes, voilà, de les réassembler, de créer de nouvelles molécules, et en utilisant tous les indices autour de vous, à vous de trouver le type de solution qui pourrait vous amener à vous échapper. Est-ce que vous allez être capable de créer un acide? Est-ce que vous allez être capable de créer un produit explosif? À vous d'être créatif pour trouver des solutions. Donc là, comme vous le voyez, on met le joueur déjà face à des situations que vous ne pourriez pas déployer en classe parce que faire des explosifs et de l'acide, voilà, en tant que parent d'élève, je pense que j'aurais du mal à vous signer une dérogation. Et on va vous donner accès à de l'infiniment petit. Voilà, voir des choses au niveau atomique et moléculaire, ça demande du matériel de laboratoire qui n'est pas accessible à tout un chacun. Bon, voilà, cela c'est une des vraies forces de la réalité virtuelle, de l'intégration aussi de la science dans ce qu'on fait. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a développé tous ces partenariats. On finance une chaire à l'école polytechnique, la chaire Sciences et Jeux vidéo, voilà, qui permet non seulement aussi de montrer à tous ces jeunes ingénieurs que la science et tout ce qu'ils apprennent de très haut niveau en mathématiques et en physique peut les amener aussi vers des activités ludiques. Voilà, le monde du jeu vidéo en termes de métier, de ce qu'on y fait, peut rester aussi un petit peu mystérieux. Moi-même, j'ai fait des études dans un tout autre domaine que le jeu vidéo. Donc on leur montre que ces choses-là sont possibles. Et le jeu vidéo aussi, économiquement, a démocratisé, on va dire, certains moyens de simulation. Si vous revenez en arrière dans le temps, dans les années 90, la 3D, tout ça, ça s'appuyait sur des appareils extrêmement coûteux, complexes, des stations de travail de Silicon Graphics. Et quand les joueurs, eux, ont commencé à créer une demande, à se dire « moi je veux jouer à Quake, j'ai besoin d'une machine qui me permet de faire de la 3D puissante », voilà, là on a basculé, le monde des semi-conducteurs a basculé, on a vu émerger des acteurs comme
NVIDIA et ATI qui se sont lancés par l'électronique grand public dans le domaine de la simulation. Et maintenant, voilà, vous allez chez Renault, vous avez des ingénieurs avec des casques Oculus, les mêmes que ceux que vous pouvez acheter. Et aujourd'hui, la question aussi de pouvoir lever un certain niveau d'abstraction pour pouvoir là aussi faire que dans les processus d'apprentissage, on puisse se poser un certain nombre d'autres questions. C'est aussi des questions importantes que vous devez être amené à vous poser. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir voir la vidéo sur la musique parce qu'on voit bien que là, on est aussi dans un autre environnement où justement on dépasse la pure utilisation de l'outil musical en tant que tel et de l'instrument musical en tant que tel. Et on va chercher là aussi à lever un certain niveau d'abstraction et c'est aussi à travers cette dimension-là qu'on est amené à pouvoir encore aller plus loin en matière d'apprentissage. On regarde la vidéo, en tout cas vous commentez la vidéo et puis ensuite on est amené à... Voilà. Donc la vidéo vient d'une réflexion au départ sur le type d'instrument dans lequel les jeunes rentrent. À l'heure actuelle, voilà, je suis désolé de vous décevoir, mais les enfants ne veulent pas forcément faire du violon ou du piano, c'est plutôt une demande des parents, la flûte à bec non plus. Je pense que les enfants veulent faire de la production musicale pour Cardi B et des artistes de ce genre-là, donc ils vont commencer par acheter un séquenceur. Et un séquenceur, c'est quand même un appareil relativement compliqué, avec des menus complètement incompréhensibles. Donc nous, on s'est dit, tiens, essayons de rendre tout cela beaucoup plus ludique. Apprenons les bases de la construction de musique par un séquenceur en réalité virtuelle. Et on verra après que les autres types de bénéfices qu'amène la réalité virtuelle. Donc là, le joueur va traverser une série de niveaux où dans chaque niveau, on va lui jouer une partition, en fait, un track dans lequel un instrument va jouer certains beats, sur certains temps. Donc on va développer l'oreille musicale du joueur en lui demandant de reconnaître tiens, quel instrument va être joué à quel temps. Parce que là, le séquençage, finalement, c'est ça, c'est à dire tiens, je vais prendre un instrument sur une ligne, sur un track, et je vais le faire jouer sur tel temps. Donc on a toute une progression, vous commencez d'abord avec un seul track, un seul instrument. Quand vous réussissez à identifier à quel temps sont jouées les notes, vous progressez vers le niveau suivant, où là vous aurez deux instruments. Donc vous développerez votre oreille également en apprenant finalement un autre type d'instrument auquel vous n'avez peut-être pas été confronté dans la vie de tous les jours. Et on a voulu essayer la réalité virtuelle. Au départ, ça vient d'un proto de deux de mes collègues qui l'avaient fait sur un PC complètement traditionnel. Mais avec la réalité virtuelle, je voulais explorer la gestuelle et notamment le toucher. On arrive maintenant avec les casques commerciaux à traquer les mains. Ce que vous voyez, là, ce sont vraiment les mains de la personne qui joue. Donc on se disait, tiens, est-ce qu'on peut recréer la sensation de toucher? Est-ce que je vais pouvoir faire un glissando, par exemple, en caressant une main avec l'autre? Tout ça, ça crée des choses qui sont aussi extrêmement intéressantes. En fait, une caresse, l'air de rien, c'est aussi un geste qui est plutôt affectueux, un geste de soin qui est tactilement agréable. Donc on voulait aussi rajouter un petit peu cette composante-là et solliciter un sens qui finalement est très peu utilisé dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Se dire, est-ce que je peux jouer avec mon propre corps? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'assez agréable? On n'y est pas encore à l'heure actuelle parce que la technologie ne permet pas de différencier deux mains quand elles se recouvrent, mais voilà, on est confiant sur la capacité de nos partenaires à faire avancer ces choses-là. Donc voilà, on arrivera à terme à ramener tous ces sens-là et à les utiliser au maximum dans les expériences immersives de demain. Donc la question des sens est aussi une question très importante. Aujourd'hui, c'est quoi les fondamentaux quand on est amené à parler d'immersion? Qu'est-ce que vous cherchez réellement à pouvoir apporter comme expérience utilisateur supplémentaire? On a parlé du sens, mais quels sont aussi les autres éléments qui viennent renforcer aussi la présence du joueur et au-delà de ça, de l'utilisateur quand on est amené à utiliser des ressources et des outils numériques? On doit en permanence garder à l'esprit que pour un utilisateur, la réalité virtuelle, c'est quand même quelque chose de très 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 fort émotionnellement. Vous êtes plongé dans un univers qui n'a rien à voir avec l'univers dans lequel vous étiez avant d'enfiler le casque. Donc ça peut être assez déstabilisant.
Des gens peuvent avoir facilement peur de quelque chose qui n'est pas naturel pour eux. Votre corps également vous dit, tiens, je suis physiquement ancré au sol, j'ai les 2 pieds sur le sol, mon oreille interne me dit que je ne me déplace pas. Donc vous devez faire attention à tous les mouvements virtuels que vous recréez, qui peuvent être parfois assez mal vécus. Donc comprendre le fonctionnement du corps humain, faire en sorte que ce qu'on fait dans le virtuel reste en adéquation avec ce que la personne fait dans le monde réel, est à mon sens une composante que tous les créateurs de réalité virtuelle devraient garder à l'esprit. Et ensuite, voilà, en termes d'ouverture des possibles, on va dire, c'est sans fin. En fait, je pense que vous ramènerez autant de créateurs de réalité virtuelle que vous voudrez, vous aurez autant de pistes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. On est au début de l'histoire. De choses fascinantes. Et quand on est au début de cette histoire, la question aussi qui vient se poser, c'est comment on arrive à former l'ensemble de ceux qui créent ces environnements virtuels. On a parlé aussi que vous étiez amené à avoir développé un design campus totalement virtuel. Comment vous positionnez aussi aujourd'hui ces enjeux en matière de formation de l'ensemble des personnels d'Ubisoft et vous m'avez dit que vous étiez aussi responsable de l'université interne d'Ubisoft. Comment tout ça peut se passer et comment on est amené aussi à pouvoir mieux accompagner chaque collaborateur? Effectivement, on a la chance d'avoir un programme de formation interne pour nos designers. Donc on va pouvoir, nous, de notre côté, réaliser certains prototypes et les réunir ou maintenant leur faire tester à distance, on va dire, l'ensemble de ces prototypes-là, qui les inspireront potentiellement, qui leur donneront envie aussi de tenter, peut-être même commercialement, d'aller vers ces marchés-là. Donc on est à même aussi de valider un certain nombre de ces projets-là. On va commencer petit parfois pour tester le marché. Donc en termes de réalité virtuelle notamment, on a commencé par du prototype. Voilà, on a réuni des gens, on a invité des gens de nos partenaires qui travaillaient sur les casques, on montrait tout ce que chacun faisait un petit peu dans son coin, on partageait nos découvertes, ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est parfois au début beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et par tous les outils informatiques de partage qu'on a dans l'entreprise, voilà, on publie tout ça, on publie des vidéos, des webcasts, des podcasts, voilà, tout le type de support pédagogique que vous pouvez imaginer, et nos collaborateurs et nos collaboratrices peuvent télécharger ces prototypes-là, les regarder, on les commente. Voilà, on a recruté également un directeur scientifique qui est un vulgarisateur très connu dans le public, donc David Douapre qui dirige la chaîne Science Étonnante sur YouTube, voilà, lui-même réalise un grand nombre de simulations qu'il commente pour montrer notamment en termes d'IA et de simulation tout ce que nous pourrions faire dans les jeux de demain. Donc voilà, c'est tout un travail d'évangélisation au quotidien qui est aussi aligné avec notre côté un petit peu prof aussi, on va dire, au quotidien, pour transmettre. On aura l'occasion de rebondir aussi sur les enjeux de formation au cours du reste de la table ronde. Je voudrais aborder une dernière question avec vous, parce que je sais aussi qu'elle vous tient à cœur. C'est la question de l'accessibilité. On sait que la question, voilà, pour les élèves et les enfants en situation de handicap, cette question de l'immersion aussi peut apporter beaucoup. Aujourd'hui, comment vous intégrez aussi cette question autour de l'accessibilité et faire que, d'une certaine façon, et on sait que quand on développe un objet numérique pour des élèves en situation de handicap, ça sert à tout le monde, ça ne sert pas spécifiquement aux élèves en situation de handicap. Et donc là aussi, c'est un enjeu pour vous en matière de développement de cette accessibilité? Vous l'avez dit, la clé, c'est de se dire que ce qu'on fait pour de l'accessibilité, ça bénéficie à tout le monde en fait. On ne design pas quelque chose pour une population en particulier qui aurait tel ou tel trouble de l'apprentissage, par exemple, mais on va faire des choses qui vont bénéficier à tout le monde, parce que nous-mêmes, joueurs, on va vieillir potentiellement, voilà. Mes articulations n'ont plus la même capacité à manier un pad que quand j'avais 20 ans. Ma vue baisse, donc voilà, je reste un gamer. Et on peut aussi se servir de l'immersion pour sensibiliser à des problématiques, faire vivre, vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. On a pu voir les travaux de Philippe Bertrand, qui est un jeune chercheur
au CRI à Paris, qui a lui développé des expériences de réalité virtuelle, notamment pour sensibiliser les métiers de l'éducation aux troubles liés à la dyslexie. Donc il a réalisé une expérience qui est complètement bouleversante, qui est une expérience en vidéo 360 qui vous met dans la peau d'un élève dyslexique. Donc l'élève va devoir recopier une phrase que son professeur a écrite au tableau. Et comme il est dyslexique, il ne la perçoit pas comme le reste de ses camarades. Donc en la recopiant, il écrit quelque chose qui fait que ses camarades de classe vont se moquer de lui. Et quand vous êtes dans sa peau, en réalité virtuelle, quand vous êtes assis à son pupitre, quand vous avez l'impression que vous avez vraiment recopié ce qui était écrit au tableau, que vous voyez tous vos camarades de classe qui se moquent de vous, c'est extrêmement fort. Et là, vous comprenez, bah ouais, la dyslexie, ça fait ça, ce pauvre gamin, il a raison en fait, il a fait ce que ses sens lui disaient de faire, donc il ne comprend pas pourquoi on se moque de lui. Et je pense que quand on est enseignant ou quand on n'est pas forcément sensibilisé à ces questions-là, je pense qu'on comprend de manière immédiate, hyper intuitive, ces problématiques-là. Donc ça a vraiment un potentiel super fort pour aussi toutes ces... Merci Olivier pour toutes ces présentations et tous ces apports et tout ce partage d'expérience.